sorcellerie de l'écrivain. On se retrouve pour une petite vidéo où, quelques semaines après vous avoir présenté Les secrets de Bow Street de Lisa Kleypas, que j'avais eu en boîte à livres, donc dans cette jolie collection J'ai lu, une intégrale, je vais vous parler d'abord de la première partie de ça, la saga des 4 soldats, qui se vend aussi sous le nom de la légende des 4 soldats de Elizabeth Hoyt. C'est aussi chez J'ai lu. Et je vais vous mettre en fait quelque part autour de moi la couverture de la première intégrale des 2 premiers livres, parce que donc c'est une série qui en compte 4. Et je vais vous dire à quel point la saga des 4 soldats est bien meilleure que Les secrets de Bow Street. Là, on est un petit peu en saison Bridgerton parce que la saison 4, je tourne le 10 février, donc je suis en train d'attendre la fin de la saison 4 avec Bénédicte. Et à la suite de la série télé des Bridgerton, j'avais commencé à lire... j'ai lu tous les Bridgerton de Julia Quinn. J'ai lu la génération d'avant, à savoir les Rockesby et les Smith qui se déroulent en même temps que les Bridgerton. Et j'avais lu aussi les Hathaway de Lisa Kleypas. Donc Lisa Kleypas, la même autrice que Les secrets de Bow Street. Et je pense que ça va être comme ça en fait à chaque nouvelle saison des Bridgerton, c'est que je relis un petit peu tout et je replonge dans les romances à froufrou comme je les appelle, mais en fait les romances Régence. On n'est pas tout à fait sur une romance Régence ici, parce que là on est en 1765 à peu près. Et si vous voulez, je crois que j'avais pas vraiment dit comme ça pour Les secrets de Bow Street de Lisa Kleypas, dont j'avais déjà fait une vidéo. Pour moi, le world building en fait, donc la construction du monde, comment le contexte de vie des personnages influe sur leur vie ou pas, je trouvais que c'était un petit peu flemmard quelque part. Parce que c'était pas assez intriqué en fait, surtout pour le premier livre, c'était de mieux en mieux par la suite. Par contre, la saga des 4 soldats, je pense que c'est même au-dessus des Bridgerton. Les Bridgerton, que j'ai relus à peu près récemment, que j'ai trouvé un peu moins ouf quand même à la relecture. Donc qu'est-ce que c'est le contexte de cette histoire-là, c'est qu'on est évidemment sur une romance à chaque roman. On a une romance donc, qui est centrée sur un couple, mais on va avoir en fil rouge sur les 4 sagas, enfin sur les 4 romans, on va avoir 2 fils rouges. On a déjà l'histoire des contes, parce qu'on parle de la légende des 4 soldats. Je vous montre juste, je ne les ai pas lus ceux-là, j'ai juste lu les 2 premiers, je vais vous dire les titres parce que avant que je les oublie. En fait, à chaque fois, on va avoir un prologue où, à chaque début de chapitre aussi, on va avoir un extrait de conte. Un conte qui va être fil rouge de tout le roman. C'est aussi une trouvaille de boîte à livres, la saga des 4 soldats. Et comme j'étais un petit peu impatiente, eh ben je me suis chopé la première intégrale sur la Kindle. En intégrale, c'est la saga des 4 soldats. En individuel, c'est chez Aventure et Passion. C'est chez J'ai lu aussi. On a 4 romans sous le nom de La légende des 4 soldats. Le premier, c'est Les vertiges de la passion. Je trouve que... Enfin, je suis pas du tout fan du titre. Le second, c'est Séduire un séducteur. Et quels sont les fils rouges? Il y a déjà, comme je vous l'ai dit, que je trouve vachement bien. Est-ce que vous vous souvenez, dans la chronique des Bridgerton, on a le personnage de Lady Whistledown, qui est un personnage un petit peu mystérieux, dont on apprend l'identité plus tard, qui en fait sort un petit papier avec les potins en nommant les gens. Donc les papiers avec les petits potins, ça existait, sauf que les gens n'étaient pas nommés, il y avait éventuellement une initiale ou une description qui faisait que les gens savaient de qui ça causait, mais sans les nommer précisément. Et il y avait un lien en général avec chaque bouquin, parce que il y avait d'abord, ça allait parler de Simon et Daphné dans le premier, ensuite de Kate et d'Anthony dans le deuxième, etc. Pour la saga des 4 soldats, les 2 fils rouges sont cette histoire de conte. Parce que, quelle est cette histoire de conte? C'est que Emmeline, le personnage du premier roman, Emmeline, elle avait, quand elle était petite, une nounou qui était prussienne, qui lui racontait en fait des contes, des contes de chez elle.
Et il y avait du coup la légende de 4 soldats qui revenaient au pays et qui avaient tous une caractéristique particulière. Pour les Vertiges de la Passion, on avait un homme un personnage de conte qui est caractérisé un petit peu par sa force. Le second personnage, donc le livre que je viens de lire pour séduire un séducteur, c'est le bouffon, si vous voulez. C'est Jack le Rieur, un truc comme ça. Et donc, à chaque livre, il va y avoir un personnage de conte comme ça qui va adopter une caractéristique principale du personnage. Et le truc qui est vachement bien, il y a un joli passage de relais en fait entre chaque roman. Parce que là, je sais que dans le 3, quels personnages vont être impliqués. Et je me suis spoilé le 4 aussi au passage. Et ça, c'est le fil rouge numéro 1. Il y a donc, en gros, le fil rouge des contes, il existe dans le livre parce que Emmeline, c'est une femme qui est veuve. En quelques années, elle a perdu son frère qui est mort dans une bataille à Spinners Fall, vers le Québec, le Canada. Donc la guerre entre les Américains et les Français et Canadiens. Et Spinners Fall, en gros, c'est un massacre. Il y a eu un massacre de cette armée-là qui se sont fait surprendre et massacrer par des Indiens Wyandot, il me semble, je ne sais pas comment le prononcer. Et en fait, les héros de ces romans sont des survivants de ce massacre. Des survivants, mais à quel prix? Donc là, évidemment, vous avez capté que ça va parler de syndrome de stress post-traumatique et de ce genre de choses. D'ailleurs, il y a des trucs qui m'ont fait penser un peu au personnage de Bucky dans le Marvel Cinematic Universe. Le Bucky, c'est le personnage à qui il manque un bras et qui a un bras, une espèce de bras bionique, en gros. Donc, Emmeline, c'est une femme qui a une trentaine d'années, qui a un garçon, et qui a perdu son frère qui était officier, il me semble, j'ai du mal avec les grades militaires. Il devait être officier dans cette armée, il a été massacré lui aussi. Peu de temps après, elle a perdu son mari de maladie, il me semble, et enfin, elle a perdu son père. Ce qui fait que son fils, qui doit avoir 8 ans par là, il est héritier du titre des terres et de la fortune de son père. Donc c'est une comtesse en fait, c'est une comtesse douairière. Et son fils qui a 8 ans est devenu comte. Et c'est une femme l'histoire se passe en Angleterre, ça se passe à Londres, et cette femme va se faire approcher par Hartley, qui est un ancien soldat qui est américain, lui, et qui est pas du tout du même milieu social. Parce que là où Emmeline est une noble, c'est une aristocrate, donc il y a toute l'étiquette qui va avec, elle sait... je parle même pas de questions de politesse, etc. hein. Je parle vraiment d'étiquette, comment on se comporte en société, comment on fait pour aller prendre un thé chez quelqu'un, comment on se comporte pour danser, etc. Donc on n'est pas tout à fait dans un truc qui va être très brillant, entre guillemets, comme la chronique des Bridgerton. Je parle de la série télé. Là, on est sur plutôt du quotidien. On n'est pas sur la saison, les mariés, etc. Bien que Hartley, il a une petite sœur qui doit avoir 16 ans, alors que lui, il en a une trentaine aussi. Et Rebecca a choisi de le suivre aussi en Angleterre pour rentrer dans le monde parce que ils ont perdu leurs parents tous les deux. Et Hartley a eu le temps de reprendre en fait les rênes de l'entreprise, de l'entreprise familiale, de la faire fructifier. Et Hartley, lui, ce qu'il veut, parce qu'il a appris un truc, c'est retourner en Angleterre, se rapprocher du milieu noble et enquêter sur le massacre de Spinners Fall parce qu'il a la conviction qu'il y a eu une traîtrise, que quelqu'un s'est vendu aux Français. Hartley, le truc qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment pas du tout du milieu noble, mais pas du tout. C'est un gars qui est né, qui a vécu dans une cabane en rondin dans la forêt, en gros. La famille a fait un petit peu plus, a un peu fait fructifier le peu qu'ils avaient, ce qui fait que sa sœur Rebecca, elle a un peu plus de codes sociaux, on va dire. Bon, lui, c'est pas un rusto non plus, hein, il est poli, etc., mais c'est pas un rustre. Mais lui, déjà, il arrive à Londres
il se fait remarquer parce qu'il est habillé comme un coureur des bois. C'est-à-dire qu'il a des jambières et il a des mocassins. Donc vraiment une espèce de bottine en cuir avec des liens. Il n'est pas du tout habillé que couleur locale, on va dire. Il est habillé comme s'il était dans les bois au Canada. Et c'est un gars qui a un peu une réputation de lâche parmi les quelques survivants, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, de cette fameuse armée, parce qu'en fait, quand le massacre a commencé, il avait commencé par fuir, mais au final, il a couru pendant des jours. Et il a ramené en fait, il a été chercher de l'aide et les quelques survivants qui avaient survécu ont été rachetés contre une rançon, rachetés aux Indiens. Et bref, donc Hartley, lui, il arrive en ayant en tête de déjà commencer à faire fructifier son commerce aussi en vendant, en allant acheter des choses en Angleterre pour les vendre à Boston, parce que lui, il veut retourner là-bas. Mais il rencontre Emmeline. Et Emmeline, si vous voulez, le truc, moi je la trouve assez drôle. Emmeline, elle me fait penser à un petit mélange entre la nana de la leçon de piano, qui est un peu tout engoncée dans sa robe et tout ça. C'est une femme qui était très amoureuse de son mari, mais c'est une femme qui est tout engoncée dans son système social et compagnie, et qui elle a un balai dans le cul, allons dire. Donc elle me fait penser à elle, et elle me fait penser aussi à Jane Eyre, au niveau du Jane Eyre de Charlotte Brontë. Au niveau du caractère, vous voyez le côté un petit peu, ça a pas l'air, mais il y a du répondant quand même. Et Emmeline, surtout, c'est une femme qui a dû, après la mort de tous ces hommes, donc de son mari, de son frère, de son père, a dû gérer les domaines et compagnie. Et elle a l'air quand même d'avoir un certain pouvoir et de faire, peut-être pas la pluie et le beau temps au niveau de l'aristocratie, d'été qui vont prendre les uns chez les autres et compagnie, mais elle est bien implantée et on va dire qu'elle a une place qui est reconnue. Et elle a une grande tante aussi qui est âgée et qui est encore plus, encore plus restrictive, quoi, vous voyez. Et, et évidemment, ces deux-là, en fait, vont faire quand même quelques étincelles. Parce que même si Emmeline, elle a une petite tendance à avoir un peu un sourire de façade, en fait, à être dans l'apparence, Emmeline, elle peut fortement envoyer promener les gens, un petit peu... mais ouais, Jane Eyre. Ça m'a vraiment fait penser à Jane Eyre. Et le truc que je trouve intéressant, c'est la manière... Donc là, j'ai lu 2 romans, je vous parlerai du deuxième après. C'est comment les gens gèrent leur deuil, parce que donc Emmeline, elle a perdu quelqu'un aussi à Spinner's Fall. Et Hartley, il revient aussi avec en quelque sorte une mauvaise réputation, et il a vu des trucs affreux aussi à Spinner's Fall. Et Hartley, en fait, lui, quand il y a trop de monde, quand il est en société, dans un bal, qu'il y a trop de monde, trop de bruit, ça va lui rappeler il va avoir des réminiscences de la bataille de Spinner's Fall, à savoir des cris, des odeurs de sang, des odeurs de putréfaction, etc. Genre, c'est juste nommé, hein, il n'y a rien de très très décrit. Mais c'est des trucs qui vont le submerger et qui vont l'empêcher en fait de profiter du bal. Parce qu'il est toujours là-bas. Surtout qu'il enquête dessus. Ce qui fait que il n'a pas coupé, si vous voulez. Et je le trouvais vachement intéressant. Et quelque part, vous voyez, enfin, il a des codes sociaux, il sait se comporter en société, etc. Mais il a un peu une réputation de sauvage, entre guillemets, au niveau de toute la société londonienne, parce que il n'est pas habillé comme un gentilhomme, et il a une petite tendance à très assumer, à dire ce qu'il pense et ce qui ne se dit pas trop. Et en fait, ils vont se remarquer assez rapidement, sans que non plus ils se jettent dessus. Parce que là où dans Les Secrets de Bow Street, ils se jetaient sur le paletot au bout de 2 pages, presque, 2 chapitres, sans doute, ça s'est construit beaucoup plus progressivement dans le premier roman, dont j'ai oublié le nom déjà, Les Vertiges de la Passion. Je déteste ce titre.
Donc, disons que lui, il avait des maîtresses, il avait des... Enfin, s'il a envie d'être en relation, il va en relation, quoi. Et elle, en fait, quelque part, elle n'a pas envie de passer à autre chose parce que la mort de son mari est quand même assez récente. Ça fait quelques années, mais c'est quand même assez récent. Et elle était vachement jeune. Et elle, si vous voulez, elle se refuse plein de choses par rapport à ça. Et c'est vachement intéressant la manière dont le deuil est traité. Parce que le deuil, on va le voir dans plein de personnages différents. Et bref, le truc que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que alors l'enquête, elle prend pas mal de place, ce qui fait que la romance peut passer un petit peu presque en arrière-plan par moment. Mais je trouvais que c'était vachement intéressant parce que c'est beaucoup plus impliqué dans une histoire avec un grand H, tout en ayant, on parle que d'un événement historique, hein. On parle juste de la guerre entre les Américains anglais et les Canadiens français, et de la bataille de Spinner's Fall. On parle juste de ça, on parle pas du reste. Enfin, on se doute bien que c'est encore un peu le bordel, c'est encore plus ou moins en guerre, etc. Et donc cette enquête, elle n'est pas résolue. On peut avoir l'impression qu'il y a une espèce de résolution à chaque fois, mais c'est juste une étape vers autre chose. Tout comme les contes. Et donc voilà, ça c'était une histoire ce premier roman que j'ai apprécié. Après, une fois qu'ils se sont sautés sur le paletot, il y a des scènes explicites qui sont bien écrites, où même si on peut être sur du dubious j'arriverai pas à le dire. Dubious consent, c'est le consentement, pas, il n'y a rien de forcé, d'aucune sorte. C'est plus un refus que le personnage se fait à lui-même et que l'autre passe outre. Dit comme ça, c'est vachement glissant comment je le dis, mais je vois pas comment le dire autrement sans spoiler. Parce que elle se refuse des choses, parce qu'il n'est pas de la même classe sociale, parce que il y a une espèce il y a sa réputation à elle, sa réputation à lui. Euh, il n'est pas très stable non plus sur un plan psy parce que ça va pas. Et il y a tout ça. Il y a tout ça qui fait que ça brouille. Lui, il veut d'elle, etc. Et elle est fiancée en plus. Ils sont voisins, hein. Hartley et Emmeline sont voisins, se désirent, se jettent dessus. Mais Emmeline, elle est fiancée depuis un bail à un copain. Enfin, c'est pas un copain non plus parce qu'ils n'étaient pas dans le même niveau de grade. Mais elle est fiancée à un ami d'enfance à elle qui est un survivant aussi de Spinner's Fall et qui est un aristocrate qui enchaîne les fêtes et compagnie, qui picole, qui rigole beaucoup, etc., qui a plein de maîtresses. Et elle s'est fiancée à lui, je pense, à la fois parce que c'était une relation qui ne la mettait pas en danger, parce qu'ils se connaissaient déjà, parce qu'il n'y avait pas d'amour et qu'elle ne veut pas qu'il y ait d'amour. Mais l'amour arrive. Bah, c'est une histoire que j'ai aimée. Honnêtement, c'est vraiment une histoire que j'ai aimée. Le deuxième roman, c'est Séduire un séducteur. On a le séducteur, c'est qui? Le séducteur, c'est le fiancé qui se fait planter à l'hôtel quasiment. Oui, qui se fait planter à l'hôtel. Le fiancé, c'était un gradé dans l'armée. Il a donné 7 ans à l'armée. Ça fait 6 ans qu'il est revenu. Et là où ça me faisait penser à Bucky, c'est qu'en fait, ce qu'on va découvrir un petit peu assez rapidement, c'est qu'il ne peut plus dormir dans un lit. Il dort sur une paillasse, le dos au mur, avec une chandelle. Parce qu'il faut qu'il soit toujours prêt au cas où quelque chose, une attaque, lui arrive. Et
penser à la façade. À côté de ça, c'est un gars qui va dans les bals, les compagnies. Il a pas mal de maîtresses. Et là, il s'est décidé à se marier. Parce que il a 30 ans, là, il est peut-être temps de... faut qu'il fasse des vicomtes, en gros. Il me semble qu'il est vicomte, si je me suis pas... Je viens de le finir, le livre. Et lui, il aurait pas dû être vicomte parce qu'il avait un grand frère, mais un grand frère qui avait une santé fragile et qui est mort. Et donc son père est mort, donc un peu par défaut, il devient vicomte. Donc il a de l'argent et compagnie. De ce côté-là, tout va bien. Et alors, pas de bol. Vous vous souvenez que dans le roman précédent, sa fiancée, Emmeline, l'a abandonné parce qu'elle est partie avec Hartley. Et Emmeline, son fils et Hartley se sont mariés. Enfin, Hartley et Emmeline. Et ils sont tous repartis avec Rebecca à Boston. Et donc, première fiancée qui le laisse qui le laisse devant... Enfin, qui le laisse tout seul à l'hôtel. Deuxième fiancée, il trouve une petite nénette toute mignonne de l'aristocratie. Sauf que pas de bol, petite nénette toute mignonne, elle est tombée amoureuse d'un vicaire qui avait des beaux cheveux blonds. Et la rebelote, donc elle lui dit, oui, bah non, bah je suis désolée, mais en fait, moi je suis pas amoureuse de vous, je suis amoureuse de lui, donc au revoir. Donc il se fait de nouveau abandonner à l'hôtel. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que... mince, comment elle s'appelait la deuxième? Mélisande. Et donc, deuxième fois qu'il se fait abandonner à l'hôtel. Et là, en fait, c'est Mélisande qui va lui sauver la peau parce que elle, pareil, vieille fille, elle a 28 ans. Elle lui dit, bah écoutez, on se connaît à peine. Parce que Mélisande, elle a une certaine capacité à être totalement transparente. Dans le sens où on la voit pas en société. Et donc Mélissande se propose pour l'épouser, parce que lui, ce qu'il veut, c'est trouver une épouse et puis avoir des héritiers. Donc elle se dit, allez hop, on y va. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Mélissande, elle est amoureuse de lui depuis des années. Et sauf que Veil, donc le second héros, là, l'aristocrate, il ne l'a jamais remarqué. Parce qu'elle est toujours habillée en gris ou en marron. Elle est discrète. Et là, franchement, je trouvais que ça marchait vraiment aussi avec eux. Parce que d'un côté, comme pour le premier roman, donc il y a toujours cette histoire de conte. Donc là, on est sur Jack le Rieur, le héros, dont, qui va affronter plein de choses pour épouser la princesse, donc elle, mais qui est un bouffon. Donc on ne prend pas au sérieux un bouffon, pourquoi? Et donc, Veil, il n'était pas au courant de tout ce qui était trahison, sauf qu'au bout d'un moment, dans le premier livre, Samuel Hartley lui en parle et lui refile un peu le bébé, en quelque sorte. Ce qui fait que Veil, il va continuer l'enquête qui avait été commencée, parce qu'il y avait eu des éléments à la fin du premier livre qui ont fait qu'il s'est orienté vers quelque chose. Il fait des recherches avec son valet. Oui, il me semble que c'est son valet. Et un ami aussi qui est un survivant de Spinner's Fall. Et au début, si vous voulez, leur relation de couple, elle est un peu... en fait, ils partagent rien. C'est à peine s'ils partagent un petit déj, quoi. Et franchement, l'héroïne, Mélissande, elle est quand même assez costaud, parce que ça aurait pu en faire pleurer quelques-unes, je pense. Parce que en gros, à part la couche nuptiale une fois de temps en temps, il se passe rien, quoi. Rien du tout. Et Mélissande, au bout d'un moment, elle va... on sait qu'il s'est passé un truc. Parce que déjà, en fait, le truc que je trouve bien aussi dans cette série de livres, la première, c'est une veuve. La deuxième, elle a été aussi abandonnée à l'hôtel au moment de se marier. Parce qu'il avait trouvé, son fiancé, quelques années auparavant, avait trouvé quelqu'un de mieux, ou quelqu'un qui était plus à son goût, ou qu'il aimait, donc il avait changé d'avis. Donc elle, ça lui a un petit peu défoncé le moral, et donc elle est devenue transparente. Et Veil, en fait, il va pas du tout s'apercevoir que sa femme, donc Mélissande,
parce qu'ils se sont mariés. Au début, ils vont juste se retrouver, ça me prend du temps, mais ils vont se retrouver en fait au lit. Au lit, ça se passe, il y a quelque chose qui se passe. Un peu comme dans le premier, hein. On était un peu sur le même type de schéma. Et sauf que Veil, en fait, ça l'intéresse pas plus que ça de devenir amie avec elle ou d'apprendre à la connaître ou des choses comme ça. Et elle est sur, euh, elle est sur le Veil qu'elle avait idéalisé et sur celui qu'elle fréquente. Et en gros, lui, il fait sa vie dans la journée, donc elle se dit, bah moi aussi, écoute. Donc elle commence à faire sa vie aussi en journée, à savoir aller visiter les copains, enfin visiter les copines, etc. Elle commence d'ailleurs à fréquenter Madame Fitzwilliam, qui est la maîtresse d'un duc. Donc une maîtresse qui est reconnue comme maîtresse dans la société, ce qui veut dire qu'elle est méprisée, alors qu'ils ont 2 enfants, et que le duc, qui est plus âgé qu'elle, il, il la promène en fait, mais il est marié de son côté, il a ses héritiers, donc quelque part, s'il se lasse d'elle, qu'est-ce qui lui reste à cette femme-là? Et ben, il lui reste qu'elle va rencontrer un Écossais dans le troisième tome, que j'ai pas lu encore. Et donc, euh, on poursuit avec. Est-ce que vous vous souvenez des contes? Les contes d'Emeline, là, les contes qui se rattachait en fait à son enfance et à l'enfance partagée avec son frère qui a été tué à Spinner's Fall. Emeline, elle a chargé Mélissande, parce que Mélissande s'est proposée, de la traduction de ces contes. Parce que Mélissande, sa maman, elle était prussienne. Et ce qui fait que Mélissande, elle a l'allemand à l'oreille, mais pour l'écrire, c'est un peu plus long. Donc Mélissande, elle se met à traduire un peu tout du long du bouquin. Elle traduit les contes et dans le but en fait de l'écrire en anglais, en joli, et d'en faire un livre relié qu'elle va offrir à sa copine, qui est partie en Amérique. Donc elle est un peu toute seule, Mélissande, là. Mais Mélissande, elle fait sa vie, quoi. Elle fait sa life. Elle fait sa life. Elle a un chien qui est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est un espèce de petit ratier qui est prêt à bouffer tout le monde. Les petits ratiers, quoi. Je sais plus ce que c'est comme chien exactement. Les trucs qui vont dans les terriers. Pas les jacks, un truc plus gros. Je sais plus comment ça s'appelle. Et ils ont du mal en fait à se rencontrer. À part au lit, ça se rencontre pas plus que ça. Sauf qu'à un moment, Mélissande va se dire ça m'agace un peu parce que j'aimerais bien en avoir plus. Parce que Mélissande, elle en veut plus. Donc Mélissande, elle va commencer à un peu creuser sur qui est Veil, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, etc. Et se rendre compte que, tiens, c'est bizarre, il dort pas dans son lit. Ils dorment pas ensemble, hein. Ils couchent ensemble et Veil, après, il s'en va. Et petit à petit, comme ça, ils vont un peu plus se dévoiler l'un comme l'autre, comme dans le premier roman, pour aller sur une relation qui est plus saine, comme dans le premier roman, et où ils vont pouvoir être plus en confiance l'un avec l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose de choupi. Alors des fois je trouvais honnêtement qu'il y avait c'était dans le premier roman, à un moment quand Samuel Hartley il se rend compte que le mariage va avoir lieu entre Emeline, parce que Emeline elle est beaucoup dans fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Quand Hartley se rend compte que ça y est, ils vont se marier, ils débarquent et ils pètent la gueule à Veil. Ils se battent tous les deux, mais comme des chiffonniers. Ils sont en sang, ils se sont fracassés des côtes et compagnie. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, ça, je trouve qu'on aurait peut-être pu s'en abstenir. Bon, il y a des fois le côté un peu agrou, les hommes qui se battent leur poitrine pour dire qu'ils sont des hommes. Un peu ce genre de truc, quoi. Mais moi, j'ai envie de savoir la suite. Sachant que la suite, pioche de boîte à livres, je vous lis juste les petits bouts là. Il était une fois 4 soldats qui rentraient chez eux. Le troisième différait des autres sur un point. Il était incapable de mentir. C'est pourquoi on l'appelait d'ivray. Le quatrième portait sur le côté une grande épée. Il reçut le surnom de longue épée.
Sir Alistair Munro vit en reclus dans son château depuis son retour des colonies. Mais quand une beauté mystérieuse se présente à sa porte, la bête pourrait en être transformée. Je vais vous dire qui c'est. Munro, en fait, dans le cadre de leur enquête, Vale et Melisande et un valet et la chambrière sont allés jusqu'en Écosse. Sachant que le gars, il avait pas dit oui, c'est bon, tu peux venir. Non, le mec, il vit en reclus. Il correspond pas tant que ça. Il est borgne, il a le visage fracassé, quoi. Il est défiguré. Et il vit dans un espèce de vieux château écossais, un peu tout pété. On le voit là. Et donc les autres, ils débarquent comme des fleurs. Salut. Où est-ce qu'on dort? T'as quoi à manger? Et ils repartent le lendemain, quoi. Ils se tapent 2 semaines de trajet pour poser quelques questions. Et je l'ai trouvé intéressant, ce gars-là, parce que c'était pas un militaire déjà. Il suivait les militaires, mais c'était un naturaliste. Donc, qui s'occupe des plantes, des insectes, des oiseaux, etc. Donc, on n'est pas du tout sur un militaire. C'est un biologiste, quoi, si vous voulez. Et dans le dernier, je vous le dis quand même ou pas? Après 7 ans de captivité, Reynaud Saint-Aubin, le frère mort d'Emeline, compte bien retrouver ses terres et sa fortune. Pour cela, il devra passer outre Béatrice, dont l'oncle a hérité du titre de Reynaud ou l'a rallié à sa cause. Mais bref, je trouve que au niveau du world building, j'achète, vraiment. À la fois entre l'histoire des contes qui se répercute un petit peu, les héros de contes qui vont prendre une caractéristique saillante d'un héros, l'histoire des contes qui est dans l'histoire et qui est transmise par Emeline et compagnie, Mélisande qui en fait sa... Mélisande qui en fait la traduction. Et vous savez ce qui va devenir en fait de ces contes-là? Madame Fitzwilliam, là, la maîtresse avec ses 2 enfants, qui s'est fait virer par son amant, le duc, et ben, Mélisande du 2e tome, elle a eu une très bonne idée, c'est de lui dire ah bah tiens, vu que vous écrivez bien, vous allez me recopier tout ce que j'ai traduit avec votre jolie écriture, et je vais vous expédier en Écosse. Il y a un monsieur qui a besoin de quelqu'un pour s'occuper de sa demeure. Et donc le gars qui voulait déjà pas qu'il y ait avoir une visite là, il va se retrouver avec une maman solo, avec 2 gosses qui arrivent, toc toc, salut, je suis votre nouvelle gouvernante. Ce qui fait que je pense qu'à la fin, ces fameux contes vont se retrouver avec Reynaud. Donc Reynaud, c'est un gars qui avait un peu une aura par rapport aux autres militaires. C'était un gradé, c'était le frère d'Emeline, donc Emeline qui était aussi une aristocrate, donc le titre du père d'Emeline aurait dû aller à Reynaud qui est mort, donc c'est parti à quelqu'un d'autre. Mais le titre de comte du mari d'Emeline, donc du premier livre, est parti à son fils qui a 8 ans. Mais ce qui veut dire que les contes, ils vont continuer aussi là. Et ça, c'est top. Et en plus, alors, je me demande honnêtement, qui c'est le traître? Parce qu'au final, le traître, on l'a pas trouvé au premier roman, on l'a pas trouvé au second. Et là, je sais... Est-ce que, du coup, c'est Munro qui va continuer l'enquête ou pas? Parce qu'il a subi aussi, lui. Même s'il est en paix avec ça. Donc à voir. Je me demandais si c'était pas Reynaud le traître, mais si c'était Reynaud le traître, il n'aurait pas été captif pendant 7 ans. Ce qui veut dire que personne ne sait qu'il est vivant. Donc pas Emeline et pas Hartley. Et ça va peut-être faire tellement de bien aux survivants d'apprendre que lui, il a survécu parce que il avait été exécuté, c'est bizarre de le dire comme ça, mais d'une manière assez atroce, quoi. Il a été brûlé vif. Mais tellement vif qu'il n'est pas mort. Donc, on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite de ça. Je suis un petit peu à un rythme de 1 livre par jour, là, je vous avouerai. Et franchement, très bonne lecture. Moi, je kiffe. Je kiffe. Je trouve que c'est bien foutu. Et même s'il y a quand même pas mal de spicy, je trouve que c'est bien écrit. C'est assez passionné. Aventure et passion, s'il vous plaît. Mais c'est bien écrit.
Mais après, c'est vrai que si c'est quelque chose que vous n'appréciez pas trop dans les romans, c'est peut-être pas pour vous. Il y en a pas tout le temps non plus, c'est pas sur des pages et des pages, mais il y en a quand même pas mal. Donc à tout de suite pour la suite. Rebonjour, nous sommes le vendredi 13 février et j'ai fini hier nuit, la saga des 4 soldats de Elizabeth Hoyt. Je vous avais dit qu'il y avait 2 fils conducteurs sur les 2 premiers romans et en fait sur l'ensemble des 4 romans donc de la saga. Il y a déjà l'histoire des contes. Ce coup-ci, on a la bête et on a longue épée. Donc la bête, c'est dit vrai, quelqu'un qui ne peut pas mentir. Et longue épée, c'est quelqu'un qui défonce tous les monstres avec son épée. Ce qui correspond bien. Il y a une notion de sauvagerie pour dit vrai. L'autre fil conducteur aussi sur l'ensemble de la saga, et je trouve que c'est très bien fait, et je pense que c'est quelque chose qui m'a semé des petites graines là pour ma romance historique sur fond de Seconde Guerre mondiale et de biker. Et je pense que je suis en train de changer d'idée. L'autre histoire, en fait, c'est que ces 4 soldats qui reviennent au pays, donc c'est les 4 soldats des contes, mais c'est également les 4 soldats des histoires, des romans. Ils sont tous survivants du massacre de Spinner's Fall. Je le dis très mal en anglais, certainement. Donc j'ai vérifié très rapidement, en gros, j'ai trouvé une occurrence, donc c'est quelque chose qui a existé. Et je trouve que c'est vachement bien parce qu'il y a une enquête autour de ça, à savoir pourquoi est-ce que ce massacre a eu lieu, comment ça se fait qu'ils se sont fait surprendre à cet endroit où ils étaient le plus vulnérables et que ça tombait tellement, enfin la coïncidence était trop grosse. Et ce qui fait qu'il y a une enquête pour savoir qui a trahi. Et il y a un espèce de passage de relais comme ça entre les hommes qui se filent l'enquête, donc Hartley, ensuite Vale, ensuite Munro qu'on va découvrir la bête dans le 3e roman, et enfin Reno qui était supposé être mort et qui ne l'est pas du tout. Eux se passent l'enquête et les femmes se passent les contes. Il y a une très jolie histoire de transmission comme ça, à la fois entre les héros masculins et les héroïnes féminines, sur pas la même chose, mais quelque part un peu si. Où on a la réalité, la dureté de la guerre qui est du côté des hommes, et on a la dureté de la guerre côté conte, côté fantaisie, du côté des femmes. Et ça s'imbrique. J'ai trouvé ça très bien ficelé. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et je pense que ceux qui sont un peu plus attentifs que moi clairement, quand je lis une histoire d'enquête, un policier ou quelque chose comme ça, vous pouvez me mettre tous les indices sous le nez, c'est rare que je trouve les choses. Je pense que si je trouve les choses, c'est que c'était un peu évident. Ça serait un peu quelque chose de tout public, donc pas trop niche et pas trop compliqué. Parce que moi, je sais pas bien faire ça. Et je pense que quelqu'un qui est un peu plus aguerri avec les histoires d'enquête aurait peut-être trouvé qui a trahi, parce qu'il y a bien eu trahison. Et le truc que je trouve très intéressant, je reste très vague, mais le truc que je trouve très intéressant, c'est les raisons de la trahison. Parce qu'en fait, il y a un faisceau d'indices qui va dire ça va être lui, ça va être lui, ça va être lui. Il y a l'enquête qui se transmet, mais il y a du coup des personnages secondaires ou tertiaires qui sont présents d'un roman à l'autre, qui reviennent, et en fait, c'est un personnage qui était là, il me semble, dès le début. Pas forcément là tout le temps, mais c'est un personnage qui était présent. Donc je pense qu'il y avait suffisamment d'indices pour qu'on conçoive des doutes pour lui, sauf que moi j'étais plus axée sur la romance, pas trop sur l'enquête, donc j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé que c'était bien fichu et que les motivations de cette personne pour trahir, c'est un gros bâtard. Pas dans le sens enfant illégitime, mais c'est vraiment un gros connard. Et ça se tient très bien. Et si donc je vous racontais l'histoire, est-ce que j'ai les titres? Parce que les titres, en fait, je les trouve pas bons du tout. La saga des 4 soldats, donc le premier c'était les vertiges de la passion, le second séduire un séducteur, et là on va lire, enfin j'ai lu le reclus et le revenant. Le reclus, on l'a déjà rencontré. Ah oui, en termes de passation et de préparation des romans suivants, je trouve qu'elle est très douée. Parce qu'en fait, elle va mettre un petit peu en lumière l'autrice
un ou deux personnages qu'on va voir un petit peu quand même. On va le voir avec les personnages de la romance en cours. Il y a au moins une discussion, quelque chose, ou au moins un souvenir. Ce qui fait que il y a... on sait en fait, c'est oh purée, ça va être avec... Enfin, moi je savais en fait en finissant le numéro 2, le livre 2, que le prochain ça serait avec le naturaliste écossais qui est défiguré. Et on a su en fait qui était l'héroïne parce que donc l'héroïne c'est une maîtresse, c'est la maîtresse d'un duc, une des maîtresses d'un duc qui a deux enfants illégitimes avec lui et qui à un moment en fait c'est une femme qui veut pas spécialement prendre la place de l'épouse parce que c'est pas possible, mais elle veut avoir une place dans la vie de cet homme qu'elle aime ou qu'elle a aimé et elle veut que ses enfants aient une place dans sa vie aussi. Sauf que lui, en fait, il est plus dans le côté possession. Cette femme est à moi, ses enfants sont à moi, plutôt que d'amour. Donc, c'est une relation toxique. Et ce qui fait qu'à la fin de la saison, à la fin du livre 2, je vais essayer de retrouver les prénoms parce que... donc c'est Hélène Fitzwilliam, mais qui va se donner un autre nom, et c'est Monroe. Hélène, en fait, elle est partie voir l'héroïne du roman numéro 2, dont je me souviens plus le nom, donc c'est celle qui va devenir Lady Vale, pour dire, ben, j'ai quitté, enfin, je me suis enfuie, j'ai quitté la maison où je vivais avec mes enfants, et parce que je quitte en fait mon amant, donc au secours, trouve-moi une solution. Parce que, ça c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant aussi sur l'ensemble de la saga, c'est qu'on a une veuve, c'est qu'on a donc une veuve donc, qui a déjà un enfant et qui a déjà connu le loup, entre guillemets. La deuxième, c'est une femme qui a déjà eu un amant et qui a été refusé. Le deuxième couple était très drôle parce que Veil, il s'est fait planter 2 fois à l'hôtel, et donc la troisième, c'est la bonne, et elle s'est fait planter aussi. Sauf que Veil, il voulait un mariage de convenance, donc il s'en foutait en fait de se faire planter. Et sa future épouse, en fait, elle s'est fait lâchement abandonner par son amant, enceinte en plus. Je sais plus si je l'avais dit, je couperai peut-être au montage. Mais la troisième, c'est une maîtresse. Donc, on va dire, elle a les signes de richesse parce qu'elle vit dans une demeure confortable avec des domestiques, elle a des belles toilettes, c'est une femme qui est très belle, elle a des bijoux, ses enfants sont éduqués, il y a une gouvernante qui s'en occupe, etc. Ce qui fait que elle essaye d'être prévenante, en fait, d'être attentive à ses enfants, mais quelque part, elle les élève pas tant que ça. C'est la gouvernante qui le fait. Et quand elle arrive avec sa petite valise et ses 2 enfants sous le bras, elle a un enfant de 5 ans, un garçon de 5 ans et une grande de 8-9 ans. Elle va toquer chez Veil. L'épouse de Veil l'expédie en fait en Écosse comme gouvernante. Donc c'est un voyage d'1 semaine pour un gars qui vit tout seul dans un énorme château qui est crado, avec un seul domestique qui est incompétent et alcoolique, et c'est un ours quoi. Le mec c'est un ours. Et en gros, la nana elle va arriver, toc toc, bonjour, je suis votre gouvernante. Autant vous dire que ça part pas sur des bonnes bases, cette histoire-là. C'est mon casque qui a fait du bruit, pardon. Et je trouvais que c'est quelque part une action un peu désespérée. Quelque part, Lady Vale, elle essaie de lui rendre service parce qu'il ne faut pas qu'elle reste là. Parce que, étant une maîtresse qui est partie avec les 2 enfants bâtards d'un duc, le duc, il a tous ses droits sur ces enfants-là s'il les reconnaît publiquement. Et en gros, il peut les lui enlever. Et elle se retrouverait à la rue. Donc la solution, parce que l'amant c'est quelqu'un qui est très contrôlant, c'est de l'expédier à Trifouille-les-Oies, à savoir tout là-haut en Écosse, chez un homme qui ne veut voir personne et qui a pas envie qu'on vienne l'embêter. Et qui sait s'imposer. Et donc elle arrive,
Donc déjà, on dirait que le bâtiment est abandonné, il n'y a pas de lumière aux fenêtres, il y a la gamine qui commence à pleurer parce qu'elle se dit oh là là, mais comment on va faire? Au secours, il pleut, il fait pas beau, et le cocher il est parti, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est normal, ils sont complètement en panique, et la maman aussi, elle essaye un peu de faire face. Et donc la rencontre se fait, c'est assez conflictuel au début. Et surtout, Monroe, il connaît pas tant que ça Lady Vale. Elle est juste passée, elle a passé une nuit chez lui avec Vale. Monroe, il se fait envahir. Il se fait envahir. Et donc, Hélène lui annonce qu'elle va être sa gouvernante, sauf qu'elle a pas de compétences là-dedans. Donc, le mec, Monroe accepte de les héberger pour une nuit. C'est absolument dégueulasse. Enfin, en gros, je pense que déjà les pièces de vie, les pièces où les gens vivent et circulent, etc., sont déjà pas très propres, mais celles où il y a personne qui vit, c'est absolument crado, quoi. Et elle est courageuse, elle dit, bon, allez, je m'y mets parce que je peux plus avoir la vie que j'avais avant, je la refuse, donc je m'y mets, je vais devenir gouvernante, donc je vais faire un coup de ménage. Sauf qu'il n'y a pas de domestique, elle est toute seule. Donc elle s'y colle avec les petits qui n'avaient jamais fait ça non plus. Et au début, on sent vraiment. Enfin, le mec, il se fait envahir en gros, hein. Ça le gonfle et tout ça. Donc le lendemain, il les renvoie à la ville dans une comment dire, bah, une carriole, je sais plus comment on dit, dans un phaéton, enfin un carrosse. Il les renvoie. Et la femme, elle a un culot absolu, je la trouve géniale là-dessus. Elle s'arrête à la première ville et elle recrute plein de domestiques. Elle recrute une cuisinière, elle recrute des serviteurs, enfin, des servantes, des gens pour faire le ménage et compagnie. Et elle y retourne. Alors, salut, je suis votre gouvernante. J'insiste, je suis votre gouvernante. Donc, en fait, je m'installe là et il va y avoir des domestiques, on va tout nettoyer. Donc, le gars, il souffle très fort. Et il dit, bon, bah, je vais vous laisser une semaine. Et là, du coup, en une semaine, il peut se passer plus de choses. Le truc qui est l'apparence de Monroe. Donc Monroe, c'est un gars à qui on a crevé un œil et à qui on a brûlé une partie du visage. Donc il y a une orbite qui est vide, mais les paupières qui sont cousues et il est quand même marbré. Et c'est un grand gaillard. Et c'est un ours, hein. C'est un gars qui aime bien aller. Il est naturaliste, donc il va explorer la nature pour aller observer les plantes, les animaux, etc. C'est son taf. Et il est très reconnu pour ça. Et il est devenu lord sur décision du roi. Parce que c'est peut-être pas un pote du roi, mais on va dire c'est une petite célébrité parmi les naturalistes. Et c'est une petite célébrité dans les cercles qui lisent ses livres. Ce qui fait qu'il a de l'argent, il dépense que dalle évidemment. Du côté écossais, ça, il paraît que les Écossais sont un petit peu près de leurs sous. Et bon, il se laisse envahir. Il se laisse envahir et petit à petit, on voit qu'il est, même s'il n'est pas forcément super à l'aise avec les enfants ou en société, il commence à s'attacher aux gamins. Il va faire des trucs avec eux. Il y a une très grande tension. Et c'est assez conflictuel et il y a une tension avec Hélène, évidemment. On est dans une romance. Et je pense que les deux livres que j'ai préférés sont le 2 et le 3. Donc celui que je vous raconte là avec la bête et le précédent avec le mariage arrangé. Et j'ai vraiment trouvé ça d'un côté tout doux. Bon, après, on est un peu dans les archétypes d'hommes puissants. Il est grand, il est fort. C'est moins le côté abdos et compagnie, mais c'est des grands gaillards costauds qui coupent du bois, quoi. C'est pas forcément les minés d'Instagram qui se regardent dans le miroir, hein. Et sans juger. Mais bref, c'était vraiment une chouette histoire. Il y a une très jolie histoire aussi Il y a les enfants déjà qui sont présents, ils sont plus présents que par exemple dans le premier livre où la veuve elle avait un enfant. Il y a une notion de danger parce que même s'ils sont éloignés, Monroe il récupère l'enquête. Donc à un moment, je m'étais dit, bah, l'enquête sur le massacre de Spinner's Fall, ça va tomber. Et enfin, comment est-ce qu'il peut enquêter? Il est isolé tout seul là-haut, là, dans les Landes. Et il y a par contre
sa compagne, Hélène, elle est en danger parce qu'elle a fui un duc qui est un sale contrôlant. Et évidemment, ils, ils vont se faire choper en fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment top. Il y avait une très belle histoire aussi entre Munro et les enfants, à la fois le garçon et la fille. Et on voit que Munro c'est pas un gars qui est très causant. C'est un gars qui observe beaucoup, c'est son taf. Et il a réussi à capter un truc à propos de la petite, un truc psychologique, hein, tout simplement. C'est une gamine qui est un peu stresseuse et il a compris un truc par rapport à elle et sa relation avec sa mère, avec Hélène. Donc j'ai trouvé ça top. Et c'était pas tant que ça autour de oh le pauvre, il est défiguré, puisque lui il accepte totalement. Il est tellement ours qu'à un moment, il lit pas son courrier et compagnie, donc en fait il se fait régulièrement envahir parce qu'il n'est pas au courant où les gens vont venir le voir. Et bref, sa sœur vient. Je pense que sa sœur vient avec sa compagne. Ça n'a pas été précisément dit que les deux femmes étaient ensemble, j'ai compris comme ça. Parce qu'elles dormaient dans la même chambre, par exemple. Après, il n'y avait pas, elles se tenaient pas la main ou des choses comme ça en société, mais je pense que les deux femmes étaient ensemble. Ou alors c'était de très bonnes copines, mais je pense qu'elles étaient ensemble. Et c'était vraiment top. Franchement, j'ai vraiment aimé cette histoire-là. C'était assez. J'aime bien ce genre de personnage un peu rébarbatif entre guillemets comme Munro qui se fait envahir. Enfin, bon, il gère le truc. Hein. Puis c'est tous quelque part, c'est tous des mecs bien. Même s'ils ont leurs défauts, même si des fois on va le voir dans le bouquin suivant, ils sont méga maladroits sur un plan relationnel. Euh, Moi, j'ai trouvé ça très cool. Dernier livre, Le Revenant. Donc, Le Revenant, c'est Reno. Reno, c'était un gradé qui a été vu brûler. Parce qu'en fait, comment ils ont su que Reno était mort? C'est parce qu'il y avait un gars qui était crucifié en train de brûler dans les vêtements de Reno et un Indien avait dit lui, c'est Reno. Votre chef, là, on est en train de le brûler. Donc, pour tout le monde, Reno était mort. Sauf que Reno, il avait été enlevé et il a été réduit en esclavage dans une tribu. Je pense que c'est très documenté aussi là-dessus, parce que c'est des choses que j'avais entendues dans certaines tribus, notamment au Canada. C'est que si par exemple il y a une guerre, que une famille perd un guerrier, elles peuvent tout à fait aller, au lieu de tuer un adversaire, le prendre. Il prend en quelque sorte la place de l'enfant, enfin du guerrier qui est mort, mais sauf que il fait pas partie de la famille tout à fait. Mais même s'il peut, il y a un peu ce côté adoption, esclavage entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui était vraiment dans les mœurs. Et c'est quelque chose qu'on voit notamment dans la série télé The Son, qui est un livre aussi, il me semble. Je sais plus de qui exactement. Et Reno, donc, comme c'était un grand gaillard costaud qui est sacré survivant, il a été adopté, entre guillemets, par une femme indienne qui s'appelle Gao, qui était une femme qui avait une place importante dans la tribu parce qu'elle avait beaucoup d'esclaves, elle avait des richesses, elle était âgée, donc elle avait un statut particulier dans cette tribu. Il y a des petites péripéties qui mènent à ça. Et il va arriver certaines choses qui font qu'il n'a pu repartir en Angleterre qu'au bout de 7 ans. Et que lui, obsession, dès qu'il est rentré, il veut récupérer son nom, son titre, ses terres, sa fortune. Parce que pendant 7 ans, il n'était plus personne. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Et qu'il a vu les gens se faire massacrer, il a vu les siens se faire massacrer, etc. Et il y a d'autres choses aussi qui font que euh, il est... il a un sacré sentiment de culpabilité qu'il traîne. Et il n'est pas du tout, du tout, du tout dans l'expression des émotions. Il est vraiment... Ses émotions, ça va l'envahir de dingue et puis il explose, en gros. Et comme c'est quelqu'un qui avait été... C'est comme ça que je le perçois. Hein. C'est quelqu'un qui avait été dépossédé de lui, quoi, de ce qu'il était pendant tellement d'années.
Ce qui fait que là, il est très c'est à moi, je décide, etc. C'est la manière dont je l'ai interprété. Parce que c'est vrai que lui, il a un peu mal passé avec moi. Donc Reno, il débarque à Londres. Il avait été embauché sur un bateau. Il s'est chopé une fièvre. Donc il arrive, il est à moitié fiévreux, délirant. Il toque chez lui. Donc chez lui, sauf que comme son père est mort et que bah, il n'y avait plus personne, le titre est parti à un cousin un petit peu éloigné qui est âgé, qui a une soixantaine d'années, qui est pas, on va dire, petite santé un peu fragile. Il a fait une crise d'apoplexie, il a une petite crise cardiaque, un truc comme ça, ou un petit AVC, quelques mois auparavant. Et enfin bref, il a une petite santé un peu fragile, sans être non plus complètement grabataire. Et il vit là avec sa nièce. Donc sa nièce, il l'a recueillie quand elle était petite parce que donc les parents de la nièce, comment elle s'appelait elle? Elisabeth, non? Béatrice. Béatrice a perdu ses parents petite fille et donc c'est son oncle et sa tante qui l'ont élevée comme leur enfant et tout ça. Donc elle est très proche de son oncle et la tante est décédée. Donc c'est le nouveau comte, le comte Blanchard. C'est bizarre comme nom. Donc c'est le nouveau comte. Et Toc Toc qui est là, c'est Reno qui redébarque. Il est pas du tout habillé comme un gentleman. C'est un gars qui est tatoué autour de l'œil. Il porte une croix, une espèce de colifichet à son, comment dire, à son oreille. Il est barbu, il est hirsute, il est immense, il est fiévreux, il délire. Donc il fait coucou, je suis le comte Reno, machin gna, et boum, il tombe dans les pommes. Donc Béatrice, elle gère ce truc-là, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, Béatrice, elle le reconnaît. Parce que dans la maison, il y avait un portrait de lui, et Béatrice, elle a beaucoup fantasmé sur ce monsieur-là qui présentait tellement bien, qui avait l'air tellement fort, en train de poser avec ses chiens, qui le regardaient avec adoration. Et comme Béatrice, elle a eu personne et qu'elle s'occupe de son oncle, qu'elle vit un peu en société mais pas trop. Béatrice, elle a passé beaucoup de temps à rêver sur Reno. Reno qui était mort il y a 7 ans, mais donc qui n'est plus mort. Donc elle le reconnaît, ils vont le soigner, etc. Mais Reno, au début, il y a à la fois le fait d'être malade, donc d'avoir une fièvre, ce qui fait qu'il délire, mais il est dangereux. Il a tout le temps un poignard sur lui, il est tout le temps en train de surveiller ce qui se passe autour de lui, il pense qu'on lui veut du mal, il est... Enfin, il est dangereux. Il est dangereux. Et Béatrice, en fait, elle décide de le prendre en charge, et puis elle dit surtout à son oncle, bah écoute, c'est le comte, en fait, hein. Donc, faut faire avec, hein. Et sauf que au début, clairement, il est pas vraiment super cohérent parce qu'il est malade. Il y a ça, mais une fois qu'il n'est plus malade, qu'il se remplume un petit peu, etc., il a quand même des réactions très, comment on peut dire, cerveau reptilien, très réactionnel. Euh, Enfin, c'est un gars il a sorti son couteau dans un bal parce que quelqu'un l'a bousculé. Ça devait être quelqu'un, un voisin qui était peut-être un peu beurré, qui l'a bousculé une première fois. Donc, Blanchard l'avait repoussé, Reno l'avait repoussé. Il l'a rebousculé un peu fort une deuxième fois, il a sorti son schlass. Donc c'est un gars qui est dangereux, mais Béatrice n'en a pas peur. Béatrice, elle a un côté, je trouvais ça assez chouette comme personnage parce que là, on est quand même avec Reno qui, qui est très réactif et compagnie. J'ai l'impression de parler d'un chien, mais c'est ça. Il est très réactif. Et en fait, Béatrice, elle est très posée, très calme, et puis elle arrive un petit peu à... Elle le fait causer aussi. Le peu qu'il arrive à en dire, elle le fait causer. Et Reno, on a l'impression que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, c'est juste pour reconquérir son titre, ses terres, etc. Et à un moment, en fait, il se dit, je vais me marier. Le gars, il est à peine sortable, hein. Donc, je vais me marier avec Béatrice. Donc, je trouvais qu'il était quand même pas cool avec elle parce que, en fait, il en a pas grand-chose à foutre de ce que pensent les autres et des émotions des autres, mais de ce qu'ils veulent aussi. Et donc, il l'embrasse.
Le... De fil en aiguille, la relation, elle me paraît presque forcée comme ça entre les deux. Elle accepte, hein. Elle se barre pas, elle se débat pas, des trucs comme ça. Elle peut dire non. Vous voyez, ça passe pas trop, je trouve, de nos jours. Pour ça, il m'a un peu gonflé. Je me dis d'un côté, ok, oui, il y a des gros soucis psy, c'est clair. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, 2026, quoi. Et ce sont des livres qui sont pas si vieux que ça. 2009, a priori. 2009, c'est pas si vieux que ça. Et enfin, ça fait très Harlequin des années 80, 90, quoi, je trouve. Et donc Béatrice, en fait, c'est vraiment le personnage qui est presque monolithique, quoi, qui ne lâche rien par rapport à lui, elle croit en lui, etc. Mais une fois qu'ils sont mariés, parce qu'ils se marient ouais, assez rapidement, une fois qu'ils sont mariés, elle a le doute. Elle dit, en fait, mais parce que c'est le cas, il veut se marier avec moi, parce que avoir une épouse, c'est un signe de bonne santé mentale, parce que c'est dit comme ça dans le bouquin. C'est que un signe de stabilité mentale, on va dire, c'était d'avoir une vie de famille, donc être marié. Donc être célibataire et vouloir redemander son titre, pas terrible, mais être marié tout en étant pas très stable et en étant dangereux et en faisant des trucs de dingue en public, mais être tout en étant marié et redemander son titre, là, c'est quand même plus sérieux. Ah oui, puis alors là, le truc qui m'a gonflé, c'est qu'en fait, à un moment, il y a toujours l'histoire de l'enquête qui suit. Donc à un moment, plus ils avancent un peu, quand ils avancent, quand ils apprennent un truc nouveau, le niveau de dangerosité augmente, ce qui fait que il y a des gredins qui avaient essayé de tuer Renaud et qui ont blessé Béatrice. Elle s'est pris un coup de couteau. Pas très grave, mais qui nécessitait des soins. Et donc, pendant qu'elle est en soins, il y a quelqu'un de très important dans la vie de Béatrice qui avait une santé fragile, c'est pas le tonton, qui meurt. Qui meurt. Donc, Renaud la prend par courrier, crame la lettre, il lui dit rien, parce qu'elle doit garder le lit quelques jours. Et elle la prend en fait, ça fait quelques jours qu'elle est au lit, donc elle estime que ça va, quoi. Et elle veut se relever, et c'est comme ça qu'elle apprend en fait que son ami est mort. Donc elle s'effondre, elle est furieuse, elle veut... en fait, elle apprend que son ami est mort parce qu'elle va le voir, et qu'il n'y a plus personne. Et que le domestique lui dit. Et sauf que Renaud le savait. Donc Renaud, il est furieux parce qu'elle est partie, parce elle a désobéi, etc. Il y a vraiment le côté aussi obéissance et compagnie. Et je crois que c'est à ce moment-là, parce que jusqu'à présent, il se chauffait juste, entre guillemets, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a des rapports, en fait, sexuels. Et là, je me suis dit, putain... Clairement, non. Alors, dans Les Secrets de Bow Street de Lisa Kleypas, la première histoire, on ne roule pas des pelles à quelqu'un qui ne sait pas comment il s'appelle, s'il vous plaît. Et là, du coup, je dirais un peu la même chose, mais on ne fait pas ça avec quelqu'un qui est en train de gérer un deuil. Tout neuf, tout frais, qui a quelques heures. On ne fait pas ça. Non. On est là à côté, on les soutient, mais ça faisait pas de temps que ça, entre guillemets, profiter de la situation, mais je crois que dans l'esprit de Renaud, c'était surtout, bon, bah, je vais coucher avec elle, comme ça, elle va penser à autre chose. Donc, non, on ne fait pas ça. Elle a besoin de pleurer, quoi, donc, ou d'évacuer, mais on ne fait pas ça. Donc là, ça, j'étais vraiment pas contente avec ça. Pour ça, je préférais vous avertir. Mais c'est... Je pense que pour cette raison-là, pour la personnalité et le traitement de Renaud, je pense que l'autrice, elle a quand même fait des recherches sur le PTSD, les troubles des vétérans qui rentrent au pays, etc. Mais je le trouvais assez caricatural. Parce qu'en gros, dès qu'il y avait un danger, il sortait son couteau. Et je pense qu'au bout d'un moment, en société, en haute société, si un gars il sort son couteau dès qu'il y a une mouche qui vole, il va peut-être finir un petit peu au commissariat ou à l'équivalent. Enfin, on va l'enfermer quelque part. On va essayer de...
Donc, il y a des trucs... Bon, elle a fait des choix, je suis pas forcément d'accord avec elle, mais Béatrice, j'ai trouvé que c'était un chouette personnage. Et la personnalité de Reno et le fait qu'il disait si peu de ce qu'il avait vécu, qu'il exprimait si peu ses émotions, apparaître dans une espèce de domination, en fait, d'être moi, et l'obsession du titre et compagnie, je veux récupérer ce qui était à moi, etc. Euh, Bah, en fait, non. Je trouve que il y a un peu trop le syndrome de l'infirmière ou de la sauveuse ici avec Béatrice. Et ok, elle était costaud et compagnie, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu, je sais pas, il y a un truc qui me gêne en fait là-dedans, dans le traitement des personnages. Je pense que Reno, il est un peu trop caricatural dans le traitement. Parce qu'ils ont tous, les quatre, hein, ils ont tous des troubles par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais c'est plus frais forcément pour Reno parce qu'il a eu des conditions de vie qui ont duré très longtemps. Et forcément, il rentre chez lui, il est mort. Il y a un démarrage comme ça qui est assez intéressant. C'est Paul Dark. Donc c'est une série télé et c'est une série de romans aussi. J'ai pas lu les romans, mais j'ai vu la série télé. Et Paul Dark, en fait, il est réputé mort. C'est un Anglais, Cornouailles, il me semble, un petit lord qui, enfin, c'est pas les Bridgerton quoi. Ils sont pas pétés de thunes. Et en gros, il est parti faire la guerre. C'est les tuniques rouges et les tuniques bleues là aux États-Unis. Sauf qu'il s'est pris un coup de hache dans la tronche et il est réputé mort. Donc la nouvelle de sa mort est arrivée en Angleterre. Son père meurt. Je sais plus, je crois que le domaine il tombe un peu en ruine. Et le temps en fait que lui se remette compagnie et qu'il fasse le trajet, il revient. Son domaine n'a pas été entretenu depuis des mois et des mois. Il n'y a plus que deux domestiques qui foutent pas grand-chose de leur jour. Sa fiancée, elle s'est fiancée avec un autre, voire mariée, je sais plus, avec son cousin. Et puis il est mort en fait. Donc la vie a continué là-bas. Et c'est un peu le cas aussi pour Reno, sauf que Reno, c'était là où Paul Dark, je pense que c'était quelques mois, c'était peut-être 6 mois. Reno, c'était 7 ans. Et en 7 ans, il s'en passe des choses. Et ouais, je suis moyen. C'est pas que je suis pas convaincue, c'est que je pense qu'il peut y avoir, évidemment, dans des troubles psy, 15 000 personnes qui vont avoir le même trouble psy vont l'exprimer de 15 000 personnes différentes, de 15 000 façons différentes, pardon. Mais je trouve que dans le cadre d'un roman, d'une romance, je suis moyen convaincue. Après, le truc qui était cool, c'est qu'il y avait le côté un peu, vous savez, dernier épisode de série où, bah, en fait, il y a les retrouvailles de tout le monde toutes les femmes qui reviennent et qui se transmettent les livres. Béatrice qui transmet les livres reliés à chacune des autres. Et elle a le sien aussi. Et tous les hommes qui résolvent en fait qui résolvent l'enquête et qui trouvent qui a trahi, etc. Donc là, l'histoire se finit bien si vous voulez. Après, je l'ai fini très tard. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre un peu plus le temps aussi. Et je pense que j'arrive un peu à saturation de romances historiques parce que là, je pense qu'en une semaine, j'en ai lu 7. Je vais retourner travailler un petit peu. Je n'ai pas beaucoup travaillé. Mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était très bien foutu sur le plan du world building, donc l'histoire des contes et l'histoire de l'enquête. Et j'ai bien aimé aussi. Moi, je pense que les 3 premiers, ils étaient bien. Le quatrième, il est un peu en dessous. Après, honnêtement, ces éditions-là, 16,90 le livre, franchement, allez-y. Je l'ai trouvé en boîte à livres, moi. Et les 2 premiers, je les ai pris sur Amazon. Je crois que c'était 11 euros, un truc comme ça, en e-book. Je lis pas mal en numérique. Et bah, c'était cool. C'était cool. J'ai bien aimé dans l'ensemble, on va dire. C'est pas la détestation absolue après Reno. Parce que quelque part, je le comprends aussi, ce gars-là, hein, mais il y a des trucs qui me font crisper.
Je vais m'arrêter là. Je pense que cette vidéo-là, comme je vous ai dit, je tourne le vendredi 13 février. Je pense que je vais la poster assez tard. Donc je sais pas du tout ce que j'aurais peut-être déjà fini Charlotte Brontë, j'aurais peut-être fini Les Dimensions Fantastiques, très certainement. Donc venez voir ce que je fais le samedi et le dimanche, et je sais pas ce que je ferai mercredi prochain parce que c'est dans trop longtemps. À tout bientôt, passez une très bonne journée et n'hésitez pas à me dire si c'est une lecture qui vous intéresse et si vous avez aussi des recommandations en romance historique, ma foi, pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup, hein, cette édition-là, elle est vraiment top, je trouve, hein. C'est super joli. Et en plus, il y a un certain confort de lecture. La police, elle n'est pas énorme, mais je trouve les marges, elles sont grandes, c'est quand même assez aéré. Il y a un certain confort de lecture, enfin, c'est vraiment sympa. Et je vous ai pas dit, du coup, c'est une traduction de Daniel Garcia et une création studio J'ai lu d'après Alaver Shutterstock. Donc soit c'est de l'image libre de droit ou enfin c'est du pré-made en gros, c'est pas très cher. Mais c'était cool, j'ai vraiment aimé, je pense que j'en lirai d'autres de chez Elizabeth Hoyt. À tout bientôt. Salut.